Madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, ma très chère Cécile, Monsieur le président de la délégation FHF, Monsieur Chauveau, Monsieur le président de la FHF, Frédéric Valtou, que je connais, mais qui a dû s'absenter, Monsieur le délégué national, cher David Gruson, Monsieur le délégué régional, cher Yann, Monsieur le représentant du maire d'Angers, cher Gérard Vincent, que je retrouve avec plaisir, et d'autres têtes ici, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement, Mesdames et Messieurs les présidents de commission médicale, Mesdames et Messieurs et chers amis, puisque je retrouve avec plaisir beaucoup de gens que j'ai croisés durant mon périple en Pays de la Loire, il y a maintenant près de 20 ans. Et je voulais vous dire quand même tout le plaisir que j'ai à être aujourd'hui parmi vous. Quand Yann m'a proposé de venir à cette manifestation, j'ai tout de suite dit oui. Et je retrouve avec plaisir aussi la Fédération hospitalière de France des Pays de la Loire, dont j'ai été membre lorsque j'étais président de commission médicale, sous la houlette de Claude Évin à l'époque, au début des années 2000. Alors je vous remercie vraiment sincèrement de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour parler ou pour introduire vos débats qui me semblent tout à fait d'actualité, très importants. Je voulais juste préciser, bien évidemment, que je n'étais pas ici en tant que directeur de l'ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais plutôt pour un modeste contributeur à une réflexion autour de ce thème, et ceci depuis quelques années. Je vais essayer en quelques mots de brosser le sujet tel que je le vois, à partir d'un certain nombre de réflexions issues de quelques travaux, dont ceux du rapport territorialisation des activités d'urgence que j'avais l'occasion de remettre l'année dernière à Madame la Ministre. Alors depuis ce matin, j'entends un certain nombre d'interventions et finalement, j'ai pas grand mérite, tout a été dit et les interventions des uns et des autres ont bien brossé le sujet et notamment ce qu'a dit Cécile, que je partage complètement et qui a bien donné les grandes lignes. Mon propos va être simple, peut-être un peu terne, parce que je ne vais pas rentrer dans des débats techniques, mais plutôt essayer de, à travers cette expérience, vous livrer quelques réflexions qui ne vous étonneront pas, mais qui pourront éventuellement être repris ou nourrir des échanges au cours de votre congrès. Nous avons bien vu que tout ceci est plus compliqué qu'on ne le pense, qu'il y a des tas de facteurs de tous ordres, multifactoriels bien évidemment dans ce contexte. Et puis, les urgences hospitalières, c'est votre premier sujet, vous les hospitaliers, mais c'est sûrement pas l'unique sujet dans le domaine, et c'est ce que je vais essayer de démontrer, sans pour autant donner la solution forcément, avec un abord volontiers réaliste, les choses sont ainsi, mais aussi pragmatique pour essayer d'avancer. Alors d'abord, ça a été évoqué ce matin, de quoi parlons-nous? Je pense qu'il faut que nous soyons d'accord sur les termes. Le terme urgence qu'on utilise communément revêt une définition large, communément utilisée, mais qui fait plus appel aux yeux de la population une dimension de temps, de lieu, de ressenti, plus qu'à une dimension réellement médicale. Ainsi, le recours aux urgences s'est-il un peu galvaudé et assimilé variablement par la population à une structure. Je suis allé aux urgences, j'ai appelé les urgences, permettant d'obtenir une réponse rapide, la notion de rapidité à la question que l'on se pose ou à un problème donné. Et tout ceci ne reflète pas forcément des situations médicales précises dont l'urgence justifierait le recours à une structure spécifique comme le service d'urgence. Aussi, de mon point de vue, il vaut mieux considérer que le terme urgence correspond plus à des demandes de soins non programmés, comme l'a dit Cécile, des soins également au sens large, dont certains correspondent, et finalement peu, à une réelle urgence au sens médical du terme. Pour autant, je pense qu'il faut voir les choses de la part de la population et qu'un patient est très malade jusqu'au moment où il a vu le docteur qui lui dit que ce n'est rien. Et je pense qu'il faut avoir une abord a priori et non pas a posteriori. La douleur thoracique, étant cardiologue, j'en ai vu quelques-unes, mais je n'ai pas tout vu. La douleur thoracique, c'est un infarctus a priori, et confère les campagnes que l'on fait quand vous avez mal à la poitrine, il faut appeler le 15, et ça n'est une douleur intercostale qu'après avoir vu le docteur. Et certains jugeront que le recours aux urgences dans ce cas-là est inadapté, n'est pas normal, puisque ce n'était qu'une douleur intercostale. Mais les choses ne sont pas à prendre de ce côté-là. Alors je vais essayer d'aborder le sujet de façon ouverte et quand même réaliste.
Et je commencerai en disant, mais finalement, c'est quoi le constat? Y a-t-il un problème? Et s'il y a un problème, c'est quoi le problème? Alors le constat, ça a été dit aussi, un nombre croissant de Français recourent aux services d'urgence hospitaliers. Cette croissance est ininterrompue depuis 20 ans. Il y avait 7 millions de passages dans les services d'urgence en 1990, à peu près un Français sur 8 à l'époque, à environ plus de 20 millions actuellement, soit un peu moins d'un Français sur 3. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet sur lequel on s'est déjà penché. La tendance est lourde, et déjà M. Steck, dans son rapport fondateur dans les années 93-94, indiquait que le flux des patients aux urgences est excessif et insuffisamment régulé. Que pourrait-il dire aujourd'hui? Et pourtant, Dieu sait si des choses ont été faites depuis ce temps-là, mais ça croît, 10% de plus dans certains services toujours, ce qui amène quand même à se poser des questions. Mais au fond, la question fondamentale pour nous, c'est est-ce réellement un problème, que ce soit sur les services d'urgence hospitaliers, que repose le règlement d'une bonne partie de la demande de soins non programmés, je pèse mes mots, de soins non programmés, en mettant le terme soins de façon très large, et peut-il en être autrement? Alors, à cette question, je crois qu'il y a deux réponses qui peuvent être apportées, et qui finalement sont plus complémentaires que réellement opposées. Et je vais essayer de les détailler, de vous donner quelques éléments, et puis pour vous donner quelques lignes à la suite. Première position, c'est de dire, soyons réalistes, les services d'urgence sont la solution à la demande justifiée de soins non programmés de la population. Faisons plutôt face à cet afflux qui ne diminue pas et qui ne diminuera pas, et adaptons le service hospitalier dans ce cadre, et notamment vis-à-vis de l'aval. Première position, de toute façon, depuis 20 ans, ça continue, je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Au lieu d'essayer de chercher des solutions diverses, adaptons-nous et faisons en sorte de bien prendre en charge les gens et de ne pas embouteiller le système étant réduit au centre hospitalier à ce moment-là qui les reçoit. C'est une première position. Une deuxième position, c'est que quand on regarde bien a priori ou a posteriori, nous le savons tous, une bonne partie des passages ne justifie pas, in fine, d'être venus dans le service d'urgence avec le plateau technique et les moyens développés à ce niveau-là. Et puis, on a comme l'impression, dans cette deuxième position, qu'il faut plutôt organiser un véritable parcours au sein duquel le service d'urgence hospitalier n'est qu'un maillon parmi d'autres et associer tous les acteurs à prendre en charge cette demande de soins non programmés qui peut ne pas reposer que sur un passage dans les services d'urgence hospitaliers. Selon moi, voilà les deux axes, les deux réflexions qui peuvent être menées à l'aune de la réalité du terrain qui a été décrite ce matin. Que faisons-nous? Alors finalement, où est le problème? Je vous propose d'abord de nous placer, ce qui compte, c'est d'abord la population. Oui, les hospitaliers, oui, les libéraux. Il y a le problème, c'est comment faisons-nous face à la demande légitime de la population d'être secourus, quel que soit le motif de la demande de secours et quels que soient les modes de secours. Alors tout d'abord, quelques réflexions sur le parcours. On parle beaucoup de parcours, je vois plein d'écrits, plein de colloques sur la notion de parcours, plein de formations sur le parcours. Le parcours, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été repeint différemment il y a quelques années. Mais finalement, c'est accueillir la bonne personne au bon endroit pour lui assurer une prise en charge adaptée à son état de santé, c'est-à-dire avec le bon traitement, le bon docteur, la bonne posologie pour la bonne durée, avec des médecins généralistes, des spécialistes requis qui ont tous les diplômes et éventuellement les plateaux techniques nécessaires. Ceci veut dire que le parcours, c'est la qualité des soins. Et quand on fait de la qualité, vous le savez bien, on dépense bien, de façon justifiée, et donc, in fine, moins. On sait bien que quand on ne fait pas de la qualité en sciences générales, on dépense plus que quand on en fait. Ce parcours est donc synonyme de qualité et donc d'efficience, et le Haut Conseil à l'assurance maladie avait parlé de gisement d'efficience. Et je pose la question, à travers la situation qu'on vit, sommes-nous réellement dans le parcours? Les gens sont-ils réellement pris là où ils devraient être pris en fonction de leur état de santé? Première réflexion. Deuxième réflexion, pourquoi on vient aux urgences? On vient aux urgences pour avoir une réponse rapide à un problème. Mais en réalité, la majeure partie des personnes qui s'adressent aux urgences
ne requiert pas, on le voit bien, une prise en charge par un plateau technique aussi important et pourrait être prise en charge ailleurs avec une meilleure qualité, et parce qu'il y aurait une meilleure qualité, une meilleure adaptation de la prise en charge à la situation, un moindre coût. L'étude de l'adresse en 2013 montrait que les cas graves, qui justifiaient une hospitalisation rapide, représentent environ 10% des admissions, et à l'intérieur de ces 10%, la moitié à des urgences vitales. 6% viennent aux urgences du fait de l'absence de médecins traitants disponibles. 5% du fait de l'impossibilité à trouver rapidement un rendez-vous pour des examens complémentaires, avec cette idée de consumérisme et d'impatience sur lequel je reviendrai tout à l'heure. 20% des passages aux urgences sont hospitalisés. Ce chiffre reste stable. Mais si le chiffre du pourcentage reste stable, vu l'augmentation en masse absolue, ça demande pour les établissements une conséquente adaptation en matière de capacité et de fluidité. Je rajouterai dans ce cadre-là, pourquoi vient-on aux urgences? Pourquoi sollicite-t-on les urgences? Juste un point, les certificats de décès. Il n'est pas rare dans ce pays qu'on appelle les SMUR pour aller faire des certificats de décès. Est-ce que c'est la mission de l'hôpital d'aller faire des certificats de décès par le biais de son SMUR? Je ne crois pas. Pour autant, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'attend la population. Ce n'est pas un soin, mais c'est une demande quand même qui ne peut être portée qu'au domaine de la santé. Pour autant, est-ce que la population a le choix? La population, elle ne souhaite pas forcément venir aux urgences. Elle n'a pas forcément envie, elle est consciente que d'abord, ce n'est pas forcément très près de chez elle, le maillage est serré, mais pas partout. Et puis, elle a conscience qu'elle peut attendre longtemps, et ce n'est pas ce qu'elle demande. Elle demande simplement au système de santé de répondre à ces interrogations. Une personne qui a une céphalée est suspecte de méningite jusqu'au moment, comme je le disais, où un médecin lui dit que c'est une migraine bénigne. Encore faudrait-il... Elle ne demande pas à venir aux urgences, elle demande à voir un médecin, à avoir un avis médical qu'elle pourrait trouver ailleurs sans venir aux urgences. Et de nombreuses situations analogues peuvent être trouvées. Et puis, il faut le dire aussi, la population a changé tout au long de ces 20 ans. La demande est forte, la demande d'être rassuré est importante. Et il faut se mettre à la place de nos concitoyens. La période, vous le savez bien, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, est très anxiogène. Et la BFMisation de notre société y contribue beaucoup. Quand vous avez un matraquage permanent de choses qu'on fait croire parfois comme étant très graves, la montée en épingle d'un certain nombre de situations, tout ceci angoisse la population, tout ceci lui donne des idées, des mauvaises idées. Et à la première situation inconvenue, fait appel au système de santé. C'est la vie, c'est comme ça. La situation économique, la précarité, les angoisses, la santé mentale, un certain nombre de choses, tout ceci est monté en puissance et tout ceci est un facteur de demande croissante d'avis, de prise en charge, quelle qu'elle soit. Puis dernier point, parmi les réflexions sur ces deux questions, les services d'urgence sont peut-être victimes de leur succès. Ça marche bien finalement, même si c'est engorgé, mais en routine ça marche bien. Les services sont souvent refaits, sont souvent neufs. C'est toujours ouvert, on ne se pose pas de questions, on sait que le service d'urgence sera ouvert. Si on contacte un tel, on n'est pas sûr que le docteur soit là, etc., etc. Donc on va aux urgences. Et c'est le seul endroit, effectivement, où il n'y a pas d'aléa. On est sûr que quand on va aux urgences, la porte est ouverte. Et c'est le service public hospitalier. Et puis aussi, les hôpitaux, c'est là qu'on rejoint les deux positions, se disent, écoutez, c'est comme ça, les gens ne sont pas contents parce qu'ils attendent beaucoup, même si c'est légitime qu'ils attendent parce que finalement, ça ne le requiert pas d'être pris tout de suite. On fait des efforts pour diminuer le temps d'attente dans les urgences. Et donc, comme les gens n'attendent pas, c'est un fast-food de la médecine, on y va facilement. C'est normal. Et donc tout ceci accroît, je pense aussi, l'attrait pour les services d'urgence à leur corps défendant. Ça, c'est la population. Donc il faut en prendre compte, à mon avis, dans nos réflexions. Deuxièmement, les acteurs. Les acteurs dans le système et dans ce parcours, ou dans ces ruptures de parcours plutôt. La médecine libérale, on l'a dit, la permanence des soins est hétérogène et fragile par la désaffection croissante, continue des médecins dans le cadre du volontariat, à aller sur la permanence des soins. Le Conseil national de l'ordre fait le constat régulièrement, chaque année, en disant que ça s'effrite encore un peu. Et puis on voit même la disparition de certaines listes de garde, même le soir, dans certaines régions, cause de
faute de combattants, parce que les médecins sont aussi dans ces régions parfois pas très nombreux. Mais comme l'a dit Cécile, je crois que le problème n'est pas forcément, et le travail de l'adresse l'a montré, n'est pas forcément un problème de permanence des soins, il est surtout un problème de continuité des soins dans la journée. L'afflux dans les services d'urgence, il vient surtout dans la journée quand vous voyez les courbes. Finalement, il n'y a pas beaucoup de demandes, in fine, beaucoup moins en pleine nuit qu'à 3 heures de l'après-midi, on a un problème et on se heurte à ce moment-là à l'impossibilité d'obtenir une consultation inopinée auprès des médecins qui se sont organisés avec déjà des plannings surchargés et puis des horaires qui sont plus cadrés qu'avant. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie et il faut faire avec. Et pour autant, en journée, les gens, deux solutions. Soit il y a SOS médecin qui existe et dans ce cas-là, on appelle SOS médecin qui vient pas ou qui consulte. Ou bien on va aux urgences, et on arrive aux urgences, là, à ce moment-là, faute de trouver en ville ce qui correspondait à la demande des populations. Alors on assiste, je pense qu'il faut en être conscient, sûrement à une déshabitude, pour les raisons que je viens de dire, de la population à aller recourir autre chose qu'aux urgences. Pour les raisons que j'ai dit, il y a une certaine déshabitude à aller voir le médecin traitant pour des choses inopinées, même si, il faut quand même le dire, la médecine libérale, on ne les compte pas, mais accueille beaucoup aussi de choses inopinées tout au long de l'année, et ils y participent quand même pour une part, mais ça s'effrite aussi pour les raisons que je venais de dire. Autre élément qu'il faut prendre en compte, les structures pour personnes âgées où l'accès au médecin est difficile très souvent, et pas seulement aux heures de permanence des soins, également en journée. Et dans ce cadre, parfois aussi en ville, à domicile, l'absence de consultation possible auprès de médecins pour des personnes âgées, pour diverses raisons, parfois démographiques, aboutit, vous le savez très bien, à ce que la situation qui a traîné, aboutisse au service d'urgence le vendredi soir à 18h, parce qu'on n'a pas pu voir de médecin. Et si la prise en charge avait pu être réalisée avant, peut-être cela aurait pu éviter ceci. Autre élément important dans notre réflexion, c'est que la précarité est plus grande. Il n'y a qu'à voir les passes, le rôle des passes qui est de plus en plus important. Et il y a une demande régulière et croissante, et les urgences sont inévitablement le point vers lequel se dirigent les populations en situation de précarité, dans un contexte en général multifactoriel. Et là aussi, les urgences sont en première ligne dans ce cadre-là. Dernier point, dernier acteur, ce sont les médecins urgentistes. Et là, il y a plusieurs aspects, me semble-t-il, à prendre en compte. Tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, Cécile l'a dit, le nombre de médecins urgentistes n'est pas en corrélation avec la demande importante qui existe. Et l'organisation de leur planning crée parfois des soucis quant à la complétude des tableaux de garde. Et ça appelle, de mon point de vue, à une discussion sur les prérequis et les conditions techniques de fonctionnement d'un certain nombre de structures. Et puis, ça amène quand même une ligne de crête qu'il faut tenir, c'est-à-dire qu'il nous faut assurer la qualité des prises en charge. On a parlé tout à l'heure des intérimaires, des intermittents que les établissements doivent recruter pour compléter ces tableaux de garde, qui sont parfois, malheureusement, une complétude du tableau de garde sans avoir forcément toujours la qualité qui sied, avec des gens qui n'ont pas toujours toutes les qualifications requises, vous le savez très bien, et c'est un vrai sujet. Et puis vous l'avez souligné, le contexte actuel, c'est aussi les évolutions du décompte du temps de travail, et en particulier les éléments du protocole qui avaient été mis en place, mais qui sont finalement que l'adaptation aussi du régime du droit du travail pour une certaine chose. On a un vrai sujet, c'est-à-dire comment mettre en œuvre, qui appelle une réflexion collective sur le décompte du temps de travail médical, il y a des travaux à cet effet, est un vrai sujet. Et donc ça rentre aussi en ligne de compte tout ceci. Un environnement institutionnel complexe. On a parlé de la population, on a parlé des acteurs, et puis l'institution. Alors nous avons une réglementation extrêmement contraignante. Les décrets de 2006 sur les services d'urgence rendent la situation dont j'ai parlé parfois inévitable pour asseoir des conditions techniques de fonctionnement qui soient en adaptation avec les décrets, et notamment dans le recrutement de médecins spécialistes en urgence, des vrais urgentistes. Ce n'est pas toujours facile. Donc les critères très rigides
amène aussi une difficulté de se mouvoir dans le dispositif. Et pourtant, vous le savez très bien, en Pays de la Loire, comme dans l'Ouest, en Bretagne également, il y a des endroits où on a parfois 2 lignes de garde, une aux urgences, une au SMUR, pour une sortie de SMUR très aléatoire pendant la nuit, vous le savez bien, ou des passages qui, après minuit, sont quasiment nuls ou très, très faibles. Et la probabilité d'être reçu dans ces endroits-là, à ces moments-là, pour des choses éventuellement graves, d'être reçu par un urgentiste patenté est parfois aléatoire. Voilà, les choses sont assez compliquées de ce côté-là, et il ne faut pas aller vers des fausses sécurités qui sont souvent mises en avant, alors que derrière, le système n'est pas totalement bouclé. Et puis, dernier point, des conséquences pour les établissements, cette situation-là, des conséquences financières, des conséquences en ressources humaines, en lien avec un besoin de temps médical, obligeant à recruter, je l'ai encore dit, pour la complétude des tableaux de garde à prix d'or, avec des surenchères parfois entre établissements, pour arriver à remplir les tableaux de garde, pour avoir un médecin, ce qui est fondamental, et sans pour autant que ce soit de réels urgentistes. Et puis aussi des pics d'activité, ça a été souligné, des pics d'activité réguliers, pendant l'hiver, la grippe, pendant l'été, la chaleur, et puis il suffit qu'il y ait d'autres éléments, ça fait qu'il y a une tension qui devient quasi permanente sur les services d'urgence, qui amène les gestionnaires à avoir un besoin de rappel de personnel, un besoin de recrutement conjoncturel, et tout ceci a un coût et amène les établissements en difficulté. Et puis finalement, on est à froid dans une réflexion justifiée de mon point de vue, c'est-à-dire que nous avons dans ce pays une offre en hospitalisation complète très surdimensionnée par rapport aux autres pays de l'OCDE, et tout ceci a amené la réflexion de dire, écoutez, il faut que nous allions vers une prise en charge moderne, l'ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, ce n'est pas pour faire des lits, les chirurgies ambulatoires, c'est pour coller à la qualité des soins reconnus ailleurs, et on fait une dynamique actuellement qui est, au sens général, le virage ambulatoire. Et pourtant, l'hôpital reçoit de plus en plus de patients, dont 20% sont hospitalisés. Alors, quand je vous ai dit ça, je ne vous ai pas dit grand-chose, si ce n'est de faire des constats et de poser la question, finalement, est-ce que c'est un problème? Devons-nous nous adapter? Les hôpitaux, c'est comme ça, écoutez, adaptons-nous, trouvons des solutions, l'aval, tout ça. Bien sûr qu'il faut s'adapter, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain, la tendance est lourde, ancienne, et inévitablement, il faut trouver des solutions. Je crois que dans les intervenants, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont montrées, je crois qu'elles sont nécessaires. Pour autant, d'un autre côté, oui, d'accord, mais on peut peut-être faire un peu mieux avec un certain nombre d'acteurs qui doivent revenir sur le sujet ou être plus présents sur le sujet ou créer les conditions d'un assouplissement général du dispositif qui permettent de faire face d'une autre façon. Alors, je vous ai posé les différents éléments que je trouve devoir être pris en compte dans le système. Je suis pour ma part convaincu qu'on ne peut pas continuer dans la voie actuelle, pour plein de raisons, un certain nombre, je vous les ai dictées, pour des raisons de qualité de prise en charge et pour des raisons de soutenabilité financière. Et quand on aborde le sujet, vous le savez bien, les opinions sont crispées sur les réponses à donner, chaque intervenant étant dans sa logique, avec des positions parfois dogmatiques, des logiques financières ou corporatistes. Et tout ceci fait que pendant qu'on réfléchit, qu'on discute, qu'on s'invective, ça continue et ça ne change rien au sujet. Alors pour autant, je pense qu'il faut prendre ce sujet, qui en est un, avec volontarisme, réalisme et pragmatisme. Volontarisme parce que, de mon point de vue, on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Il faut absolument qu'on trouve des systèmes, qu'on essaye de, au moins, diminuer la tendance. Réalisme, parce que les choses sont ainsi, ça fait longtemps. Il faut faire avec la saturation et ce qui arrive. Actuellement, il faut qu'on s'adapte. Et puis, troisièmement, pragmatisme, car le mieux est l'ennemi du bien. Et il faut savoir s'adapter aux situations et adapter les situations aux territoires qui ne sont pas tous les mêmes, aux acteurs, volontaristes ou pas, qui ne sont pas tous les mêmes, qui n'ont pas tous la même manière de voir, et faire, j'allais dire, comme on peut, là où on va, en donnant un cadre, et tirer tout le monde vers une autre vue du sujet.
C'est dans cet esprit que j'avais fait quelques propositions avec un fil rouge. Il faut répondre à la demande de soins non programmés et aux urgences, vraies urgences, dans un cadre territorial, dans un souci de qualité, de sécurité et d'efficience du système. Deux axes dans ces propositions. Premier axe, le parcours. Comment améliorer le parcours? Deuxième axe, comment optimiser la qualité en revoyant peut-être l'utilisation d'une ressource qui s'avère rare, qualifiée, synonyme de qualité des soins, mais chère, que sont les médecins urgentistes. En premier lieu, je pense qu'il faut informer la population et l'éduquer à passer par une régulation téléphonique. Et en ce sens, je crois qu'une campagne d'information est prévue à venir dans l'utilisation du 15 et du 116-117, numéro unique de PDSA, pour accéder à la régulation généraliste. Je pense que ce 116-117 est un élément de compréhension, de clarté pour la population qui a à sa disposition le 15 et le 116-117, mais partout sur le territoire, pour peu que ce soit la même chose dans chaque région. Cette clarification est importante pour la bonne utilisation des ressources. Mais comme l'a dit Cécile, la question de la régulation ne se pose pas simplement aux heures de PDSA. On a vu, les afflux massifs ne se déroulent pas pendant les heures de PDSA, ils se déroulent dans la journée. Déjà, il y a certains endroits, certaines régions, dans certains départements, où il y a une régulation qui n'est pas simplement le 15, une régulation généraliste à côté du 15, qui permet de donner le conseil, puisqu'on sait très bien que par cette régulation, il y a un certain tri et une certaine qualité qui amène à ce que les gens aient le conseil et n'aillent pas aux urgences. Deuxième point, ce que j'ai proposé, c'est la mise en place d'un réseau territorial dans lequel s'inscrivent tous les acteurs possibles du territoire pour donner un accès à des soins non programmés et permettre, à partir de la régulation, j'insiste, d'orienter au mieux et dans la proximité. Il faut que dans ce territoire, dont il reste à déterminer le périmètre, mais qui, de mon point de vue, j'y viendrai tout à l'heure, doit être en lien avec les GHT, le réseau doit intégrer tous les acteurs sur la base d'une offre contractualisée dans ce cadre, les médecins libéraux au premier plan, mais les maisons de santé, les hôpitaux locaux, bref, tous les acteurs. Et cette offre devrait être matérialisée dans un répertoire des ressources à disposition des régulateurs. Ce territoire d'accès aux soins non programmés aurait comme épine dorsale la structure d'urgence qu'est le GHT. Donc je pense qu'un des territoires pertinents, mais après là aussi ne soyons pas dogmatiques, faisons avec les situations et les réalités locales et régionales, c'est un GHT qui concentre, et on y viendra, l'offre d'urgence avec les urgentistes, les services d'urgence, les SMUR, etc. Et dans ce cadre-là, élargir bien sûr au territoire plus vaste éventuellement, où on peut intégrer l'ensemble des acteurs. Mais un tel réseau ne peut remplir son rôle qu'en modifiant, de mon point de vue, la réglementation pour donner des souplesses d'intervention aux acteurs et leur donner intérêt à agir au sein de ce réseau territorial. C'est là que je viens à la proposition que j'avais faite. C'est des choses qui existent déjà partout, qui ne disent pas leur nom, mais vous savez très bien que ça existe. Les centres de soins non programmés, où je pense que sur un territoire donné, des professionnels ou des structures non identifiées comme telles, mais qui remplissent déjà ou qui pourraient remplir un accueil inopiné, pourraient être amenés, après régulation, à prendre en charge des personnes qui sinon se rendraient dans les services d'urgence. Se rendraient dans les services d'urgence parce qu'ils n'ont pas la structure où aller. Si on crée et on élargit le panel sans faire autant plus de services d'urgence, mais des services qui pourraient être prendre en charge de façon adaptée, on ouvre l'offre et on diminue éventuellement l'arrivée dans les services d'urgence et on essaye de diminuer la rupture de parcours. Ces centres non programmés, de mon point de vue, seraient labellisés par l'ARS sur la base d'un cahier des charges bien sûr minimum. Et cette labellisation pourrait se faire éventuellement, mais là c'est une idée, sur la base d'un appel à projet et donc donnerait lieu à contractualisation. Cette labellisation en centre de soins non programmés pourrait concerner des maisons de santé, des établissements publics, des établissements privés, des hôpitaux locaux, des cabinets de groupe, bref, soyons pragmatiques sur la base d'un cahier des charges minimal, avec des horaires variables pour donner intérêt à agir à tout le monde, une contractualisation avec l'ARS dans ce cadre-là. Autre point, à mon avis, qui est intéressant, c'est les maisons médicales dites de garde qui fonctionnent
aux heures de PDSA. Je pense que lorsqu'il est possible, c'est pas mal d'en avoir qui fonctionnent aussi dans la journée sur certaines périodes. Mais là encore, du coût humain en fonction des acteurs. Mais là encore, pas d'organisation ponctuelle, mais de la fiabilité dans ce qu'on offre. Ça veut dire que si on va dans une ouverture, c'est le cas des centres de soins non programmés, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, une contractualisation sur vous là, monsieur, notre structure, monsieur le directeur, sera ouvert le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, mais pas le mercredi. Très bien, on prend. C'est toujours ça, pour peu que le régulateur le sache bien et que ça soit fiable. C'est-à-dire que dès lors qu'on dit lundi, mardi, jeudi, vendredi, c'est toujours lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et on n'a pas d'aléa. Tiens, non, aujourd'hui c'est fermé, sinon ça tue complètement la démonstration. Autre élément, à mon sens, c'est aussi à l'intérieur du territoire que l'on favorise l'usage et le remboursement des transports. Vous savez bien qu'il y a un certain nombre de difficultés d'amener directement, je dis n'importe quoi, au SSR, à la maison de santé, etc., etc. Tout ceci n'est pas fluide. J'y inclurai également les pompiers. Il faut vraiment ouvrir dans le territoire l'accès direct après régulation en fonction de la situation des gens à certaines structures qui ne peuvent pas y accéder pour des questions réglementaires ou des questions de remboursement à l'heure actuelle. Il faut ouvrir le jeu et avoir un travail pour fluidifier tout ceci. Ça, c'est les premières réflexions sur comment mettre du réseau, comment améliorer le parcours. Et puis, deuxième axe, garantir l'urgence, garantir ce qui marche bien aussi. On sait très bien que ce n'est pas sur les sujets limites qu'on est un peu moins bon. La dynamique d'urgence dans notre pays est bonne. Tout le monde sait qu'on a un système de prise en charge préhospitalière remarquable. En témoignent les filières neurovasculaires, cardiovasculaires, la prise en charge des traumatisés. Enfin, il y a un certain nombre de choses où on a vraiment un dispositif tout à fait performant. Et il faut le maintenir. Il faut le maintenir justement en concentrant la force qualifiée sur justement les réelles urgences. En nombre absolu, en répartition sur le territoire, l'organisation des plannings qui, je pense, de temps en temps peut être perfectible, les nouvelles dispositions du temps de travail rendent la ressource plus difficile actuellement. Et donc, de mon point de vue, il importe d'optimiser le recours aux urgentistes qui, parfois, est assez discutable. Alors, premièrement, pour retrouver, je vais vous proposer le réseau territorial avec l'ensemble des acteurs, une régulation préalable, bien évidemment, renforcée, avec une communication très forte faite auprès de la population. Et puis, la colonne vertébrale, les établissements publics et leurs structures d'urgence, matérialisées sous la forme des groupements hospitaliers de territoire. Et à mon avis, il y a quelque chose à faire pour créer des équipes de territoire uniques. Ça ne s'adresse pas qu'aux urgentistes, mais aussi aux urgentistes. Et l'objectif est, sur un territoire d'établissement qui dispose de structures, qu'il y ait une équipe unique, avec un chef unique, c'est ce que je proposais, qui garantisse l'organisation du temps de travail des urgentistes de l'équipe au sein de ce périmètre. Tout ceci étant convaincu que le travail communautaire, avec cet objectif de qualification, évitera le recours trop fréquent à des intérimaires coûteux et parfois moyennement qualifiés. Je suis sûr qu'une organisation comme ça peut permettre tout ceci, donc diminuer la contrainte aussi sur les établissements de santé, diminuer la contrainte en argent, la contrainte en temps également pour les administrations pour chercher, contrainte en stress parce qu'on ne trouve pas et on recrute au dernier moment. Et je pense que c'est une voie. Alors, après, les modalités même, peu m'importe, de mon point de vue. L'essentiel, c'est d'avoir la ligne, une équipe unique avec un responsable, un chef, quitte après, bien évidemment, à répartir le temps de travail en fonction d'un certain nombre d'éléments, mais toujours avec ce souci de qualité et d'optimisation. Et par exemple, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait amodier l'idée d'avoir un urgentiste de SMUR dans un petit hôpital qui reste dans sa chambre en attendant l'appel, et pendant ce temps-là, un non-urgentiste qui fait le soutien au service d'urgence pendant ce temps-là. Je pense que ce sont des éléments qui peuvent améliorer tout ceci. Autre point que j'ai suggéré, c'est qu'on assouplisse les décrets avec la
possibilité, sans rien céder sur les conditions techniques de fonctionnement de services d'urgence, hormis une chose, la modularité dans le temps de l'ouverture. Je pense qu'une concertation avec les professionnels au sein des CODAMUPS, du comité territorial des soins non programmés, tout ce qu'on veut, avec la profession, on peut faire le constat parfois que c'est un peu dur de gâcher, j'allais dire, en gardant sur des établissements, pour ne pas faire grand-chose, un certain nombre de forces qui pourraient être utiles ailleurs. Et je pense que cet élément-là, dans le cadre d'une équipe de territoire, peut être amélioré. Et donc je propose que, sur avis des professionnels, on fasse éventuellement une possibilité pour l'ARS de déterminer des ouvertures un peu modulées, notamment la nuit dans certains secteurs, pour un certain nombre d'activités. C'est déjà partiellement possible selon les textes sur les SMUR avec des ouvertures saisonnières, mais on pourrait amener cet élément aussi, je pense, en tout pragmatisme, en réalisme, en lien avec les professionnels de l'urgence sur le territoire pour arriver à aboutir à l'objectif qui est le nôtre. À l'intérieur des établissements, je ne vais pas y venir, je pense que c'est un peu partout le cas, peut-être pas, mais je crois beaucoup à ce que les urgentistes fassent leur boulot de médecin, c'est ce qu'ils demandent, et qu'ils passent moins de temps à chercher des lits, etc. C'est un truisme de dire ça, ça fait longtemps. Je crois beaucoup aux bed managers, à condition que ce soit des cadres qui soient de la direction, attachés à la direction, et non pas au service d'urgence, pour intéresser tout l'hôpital, avoir une autorité sur l'ensemble des services et de l'établissement. Savoir aussi être réaliste sur la consommation de temps urgentiste dans certaines régulations centre 15 qui pourraient être utilement déportées sur un autre centre 15 en deuxième partie de nuit, par exemple. Et je pense que tout le monde y gagnerait en étant réaliste sur ce point-là. Adapter la présence dans les structures de faible activité, c'est ce que je disais. Et puis, bien organiser des filières de prise en charge bien lisibles. C'est ce que je disais également au sein des territoires, comme la prise en charge des urgences cardio, neurovasculaires, la traumatologie, etc. Et puis je pense qu'il faut faire avec l'adaptation du temps de travail. Il faut le faire, je pense que c'est dans ces cadres-là, avec une organisation concertée générale sur un territoire, qu'on peut arriver, avec la responsabilité des uns et des autres, à mettre en œuvre les dispositions du temps de travail. Enfin, je terminerai en ces urgences et territoires, soit non programmés et territoires. Quel territoire? Je crois qu'on a un élément structurant actuellement qui sont les groupements hospitaliers de territoire, en 1, j'allais dire, ou niveau 1, qui sans nul doute évolueront dans les années à venir, mais qui sont une première maille, je pense, la colonne vertébrale de tout ceci représentée par les établissements publics et le service d'urgence, structure d'urgence, SAMU, SMUR, etc. Et puis autour, tout un territoire encore plus vaste où les autres professionnels ont leur part à jouer également dans cette réponse à nos concitoyens. Voilà les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous. Je pense qu'il nous faut maintenant créer des cadres. Je pense que nous avons les éléments, à mon avis. Reste à le faire. C'est un chemin difficile. Tout le monde a sa part. L'hôpital public, avec ses services d'urgence, en prend beaucoup. Il n'est pas non plus demandeur d'être assailli en permanence, mais il répond à sa mission. Et je vous le dis encore, c'est la seule lumière très souvent qui est offerte, ou la seule lueur dans la journée, pour pouvoir accéder à la réponse à des questions qui sont toujours licites. Après, la modalité de réponse ou la modalité d'accès à la réponse peut être discutable. Voilà, je vous remercie vraiment de votre attention et je crois que j'ai tenu mon temps à peu de choses près. Voilà, je vous remercie.